merci de nous avoir choisis pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition de journal. À la une de l'actualité, après la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs annoncée par la Commission électorale nationale indépendante. L'heure est donc au nettoyage du fichier électoral et la question reste sur l'enrôlement dans les territoires sous contrôle du M23. Dans ce journal, vous aurez des détails sur cette fin des opérations d'enrôlement. Nous allons également parler de la semaine africaine de la vaccination, une occasion de revenir sur l'importance de ce geste important pour la prévention contre diverses maladies, mais aussi nous allons parler des craintes et préjugés autour de la vaccination. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue. Je venais de vous le dire, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la fin des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les 5 pays étrangers dans lesquels était organisée donc cette opération. Je vous propose ici de revenir sur cette annonce avec Félix Mouezemouchi. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, annonce la fermeture définitive des centres d'inscription des électeurs dans les 7 provinces dès l'heure opérationnelle 3 à 03, qui marque ainsi la clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les 5 pays sélectionnés pour la phase pilote, à savoir les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. C'est dans un communiqué publié le mardi 25 avril 2023 que l'institution organisatrice des élections en République démocratique du Congo a exprimé sa reconnaissance au gouvernement de la République, aux partenaires tant nationaux qu'internationaux pour leur accompagnement durant les processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. S'agissant des territoires des Kwamouth dans la province des Maïndombe, des Massissi, Nirangongo et Rutshuru dans la province du Nord Kivu, ainsi qu'une partie de la commune des Maluku dans la ville de Kinshasa, l'organisation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs est tributaire de l'amélioration des conditions sécuritaires, précise la Commission électorale nationale indépendante, tout en déplorant à nouveau les incidents malheureux décriés durant les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques centres d'inscription. La Commission électorale nationale indépendante remercie vivement les Congolaises et Congolais pour leur participation massive à ces opérations lancées le 24 décembre 2022. Le statistique au 17 avril 2023 se présente comme suit. Le 22 227 centres d'inscription prévus ont pu enregistrer 46 857 697 personnes au 17 avril 2023, soit 95,9%. La France, au nombre des pays concernés par cette phase pilote, arrive en tête avec 5 787 enrôlés, a relevé Denis Kadima lors de sa rencontre avec les diplomates accrédités en RDC. Et en rapport avec cette fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, je vous propose de suivre tour à tour les acteurs politiques de la majorité ainsi que de l'opposition. Il s'agit ici de Maître Modeste Bétou, il est de l'Union Sacrée, mais aussi Mohamed Eyinga de l'opposition. Suivez. D'abord, il faudrait saluer ces Congolais qui ont pris le courage de s'enrôler. Et vous avez des zones où les Congolais ne se sont pas enrôlés, perturbés par les drames sécuritaires, par exemple le cas de l'Est de la République. Nous pouvons dire que ça réjouit et ça ne réjouit pas. Pourquoi? Parce que l'enrôlement n'est pas l'œuvre de la majorité présidentielle. L'enrôlement, c'est l'œuvre des Congolais. Lorsque nous allons aux élections, il y aura des candidats qui ne sont pas seulement de la majorité présidentielle. Ce sont des Congolais qui vont postuler et qui auront besoin à ce que les Congolais comme eux, qui sont électeurs, puissent les voter dans les urnes. L'Union sacrée est prête, elle est sacrée d'ailleurs, elle est prête d'affronter les élections. Personne ne peut avoir peur d'aller aux élections. Tout le monde est prêt pour les élections, de l'opposition, de la majorité. Et nous qui soutenons le président de la République, Fachi, nous sommes prêts d'aller aux élections. D'entrée de jeu, nous encourageons cela, mais ici il faut préciser que nous, au niveau de l'opposition, comme vous le savez, nous avions fait dernièrement la déclaration qui a été signée par les 4 tenants de l'opposition.
Et dans cette déclaration, on avait demandé notamment l'audit du fichier électoral. C'est vrai qu'on nous balance un chiffre de 46 millions d'enrôlés, mais il faudrait qu'on puisse faire l'audit de ces fichiers par un organisme indépendant, parce que comme vous le savez, il y avait quand même certaines dénonciations pendant les opérations d'enrôlement. On nous a laissé entendre que dans certaines parties du territoire national, on a fait enrôler des jeunes de moins de 16 ans. Je pense que tout Congolais raisonnable est d'accord sur le fait que c'est plutôt la majorité qui a peur d'aller aux élections, parce que comme vous le savez, cette majorité qui n'a aucun bilan à présenter à cette population. Parlons à présent du dossier Boukangalonzo. Donc ce procès entre Augustin Matata Aponyo. Il vous souviendra que récemment la Cour de cassation s'est déclarée incompétente pour juger cette affaire, et cela après la Cour constitutionnelle. Quelle instance finalement est habilitée à juger cette affaire? Donc l'ancien Premier ministre Augustin Matata Aponyo. La question a été posée à Maître Didier Moulongo. Il répond ici au micro de David Kabamba. Ce qui est à la base de ces jeux, comme vous l'appelez, des ping-pong, c'est juste toute la difficulté ayant trait à l'instrumentalisation de la justice par la politique. La justice ne sait pas travailler en toute indépendance. Aujourd'hui, il y a une juridiction qui peut juger un Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Je le dis pourquoi? Parce que si je prends la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dans son exposé des motifs, je vous lis in extenso, la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. Et je combine l'exposé de motifs à l'article 99, section première, qui dit « Procédure en cas d'infraction commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions des présidents de la République et des premiers ministres ». Il y a même une procédure bien définie. Tous les débats étaient sur la question, le concept ancien Premier ministre. C'est là qu'est venu tous ces débats. Mais en temps normal, un Premier ministre, dans ou à l'exercice de ses fonctions, il est poursuivable lorsqu'il commet des actes infractionnels. Les cas échéants, Matata Aponyo, juridiquement, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente à juger Matata Aponyo. Et même le Premier ministre ou le président de la République, dès lors qu'il n'est plus en fonction, il est poursuivable devant la Cour constitutionnelle. Mais toute la difficulté ici, c'est celui qui a instruit les dossiers, il est allé vite en besogne. Il y a encore la possibilité de juger Matata Aponyo aujourd'hui, mais que la procédure soit respectée. Et vous le savez, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte réduire les dépenses publiques exécutées en mode d'urgence. Une question qui fait polémique, notamment dans le monde des économistes. Ici, je vous propose de suivre ce reportage dans lequel le professeur Labi Mpiana revient sur la nécessité de recourir donc au mode d'urgence. C'est un reportage signé Jérémy Jaffari et Roli Lokinda. Le ministère des Finances procède à l'exécution des dépenses publiques en mode d'urgence à chaque fois qu'il y a de catastrophes et autres événements en cas d'urgence financière. Pour ce qui est des dépenses d'urgence, en 2021, la RDC a été à 7, voire 8%. En 2022, il est monté à 12%. Ainsi, cette année, le gouvernement congolais souhaite à revenir en dessous des 10%. Cela n'est pas faisable d'après l'économiste Labi Mpiana. Ce sont des dépenses beaucoup plus importantes et elles sont devenues aussi prioritaires. Vous savez, on peut arriver à l'exercice budgétaire en cours. Il y a des événements qui se créent. Des catastrophes qui se produisent. Alors l'État a l'obligation, n'est-ce pas, d'intervenir sans recourir même, n'est-ce pas, sans rentrer au niveau du Parlement pour chercher à obtenir des crédits parlementaires ou des crédits additionnels. Réduire ces dépenses à 10%, moi je pense que ce n'est pas une nécessité et ça ne sera pas faisable. Le décaissement des fonds publics en mode d'urgence a toujours été décrié par plusieurs experts du secteur économique.
Ils estiment que cela aurait par moment comme conséquence les dépassements budgétaires, mais également il occasionne certains détournements des différents programmes exécutés par le gouvernement. D'où ces spécialistes en économie appellent le gouvernement congolais à assumer ses responsabilités lorsqu'il y a un problème exigeant l'urgence dans un secteur quelconque. C'est l'État qui organise la vie économique et sociale. On dit que c'est ça, il est le garant de la vie économique, sociale et économique en soi, et financière. Alors dans ces cas-là, lorsque l'État assume la responsabilité régalienne d'organiser la vie sociale, économique et politique, il y a des événements spontanés de manière qui se créent. Vous devez assumer la responsabilité d'être présent. Au cours de la 44e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait instruit le Premier ministre de limiter les dépenses publiques. Et donc la dépense publique a pour objectif la satisfaction des besoins collectifs de la nation. En 4 ans, l'exécutif national, donc le gouvernement congolais, a perdu en termes de cote de popularité. C'est en tout cas selon le sondage de GIEC, entendez par là, groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Les détails ici et dans ce reportage de Joseph Kaongo. Dans cette note thématique de la série sur le sondage réalisé en janvier 2023, s'intéressant au bilan de gestion de l'exécutif national en RDC, 4 ans après l'investiture du président Félix Tshisekedi, le groupe d'études sur le Congo, GIEC, et Ebouteli, son partenaire de recherche, avec le bureau d'études, de recherche et de consulting international Bercy, note que c'est près de 60% des Congolais sondés qui estiment que le pays va dans la mauvaise direction. L'amélioration des conditions sociales, cheval de bataille du président congolais à son investiture, n'est pas non plus épargné par des mauvaises notes dans ce sondage. La déception atteint près de 75% des Congolais sondés et 15,17 d'entre eux voient aucun impact du gouvernement Samalou Kondé sur le plan social. Conséquence, la cote des popularités du président congolais a pris un sérieux coup en passant de 63% en mars 2019 lors du début de mandat de Félix Tshisekedi à près de 36% en janvier 2023. Au point de service public le mieux noté, c'est l'éducation qui vient en tête avec une note de 39% d'opinion favorable grâce décidément à l'application de la politique de la gratuité de l'enseignement. La sécurité, le transport public et l'assainissement viennent au bas de l'échelle avec une note de près de 10% pour les services de sécurité. 32% des Congolais sondés estiment que la corruption est le plus grand fléau qui ronge la gouvernance en RDC, même si, contrairement à son prédécesseur, le président Tshisekedi a redynamisé l'inspection générale de finances IGF. 55% des Congolais estiment que l'IGF est la seule institution qui s'investit dans la lutte contre ce fléau. L'institution qui vient en deuxième position est l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, avec 18% d'opinion favorable, suivie de la Cour de compte. Cette enquête du groupe d'études sur le Congo effectuée avec ses partenaires de recherche s'est déroulée auprès d'un échantillon de 4000 répondants, dont 3632 ont été retenus après nettoyage du fichier. La base de données utilisée provient du répertoire national d'enquête du Bureau d'études, de recherche et de consulting international, reparti dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et au chapitre de la politique, sachez que le président national du parti politique Avenir du Congo, ACO, l'ambassadeur Dani Ebanza Amaloba, a tenu un grand meeting dans la ville de Likasi, sa ville natale. Le conseiller du chef de l'État à l'intégration régionale a abordé plusieurs questions d'actualité devant de milliers de personnes qui sont venues l'écouter. Les précisions dans cet élément de reportage. C'est dans un meeting populaire tenu dans sa ville natale, qui est la ville de Likasi, que l'ambassadeur Dani Ebanza Amaloba, président national d'OACO et conseiller en intégration régionale du chef de l'État, a abordé plusieurs questions sociales. Parmi la flambée de prix des produits de première nécessité, dont le sac de farine. C'est de la responsabilité du gouvernement provincial de Haut-Katanga, dit-il, devant cette marée humaine venue à l'occasion de ce meeting. C'est vrai, les mambo, il est interpellé Chibote en tant qu'autorité à Moukini, mais où le quoi en charge, il y a eu les responsabilités, c'est mon frère, le gouverneur Jacques Yaboula. C'est vrai que Turikwana Kumakosa Tudoko a tout pour réaliser que incidence Yaman qui en vous la année, il a affecté la production en Afrique australe, parce que Tunangariaka, chaque année, qu'on a la crise, Tunija provisionnaka Mozambique. Ça, malheureusement, Mozambique n'a pas voulu écouter
abakupate mingi bana bloqué. C'est pour ça que mina monesha frère wangu Jacques Kabula, il faut tufa nguvu, il faut afa nguvu parce que ni responsabilité yake turime mkatanga, il faut arrêter de réfléchir pas qu'à mining. Dani Banza Maloba, élu à 3 reprises dans cette ville de Likasi, sa ville natale, n'a pas oublié d'aborder des questions liées aux infrastructures routières de la ville montagneuse. Une interpellation à l'exécutif, surtout au gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui est également de la ville de Likasi. Balabala hii ya kutoka Dako na hii ya kwenda kusimetieri inakawa sana. Ndugu yangu Jacques, tulikuwa na chance Likasi imetupandisha, mimi kukule, wewe na wewe kukule, kama Likasi haijiretrouve batetucheka sana. Il faut faire vraiment un effort pour interpeller ma travaux un peu Likasi ou accélérer ko. Aina paka Lubumbashi, c'est vrai que on a ikarira Lubumbashi plus, Lubumbashi jo capital, mais il faut kumbuke kule tunatokea. Wewe na mimi tu watoto wa Likasi, haina vile. De par sa tenue habituelle, celle des forces armées de la RDC, Dani Banza Maloba a condamné les pensées expansionnistes du président rwandais Paul Kagame sur les terres congolaises. Un moment fort de partage entre les conseillers en intégration régionale du chef de l'État, Dani Banza Maloba, et ses frères et sœurs de la ville de Likasi. Et nous allons rester toujours dans la ville montagneuse de Likasi, où l'on nous signale une résurgence de cas d'insécurité, notamment dans la cellule Jolie et Site, dépourvue. Il faut dire que donc, ce quartier, cette cellule est dépourvue notamment en électricité et aussi en eau potable. Un appel donc est lancé aux autorités pour trouver tant soit peu de solutions à cette population de Jolie Site dans la ville de Likasi. C'est un reportage de Luc Kitoko depuis la ville montagneuse de Likasi. À plus ou moins 5 km du centre-ville de Likasi, le quartier Jolie Site est une cellule où s'érigent des nouvelles constructions. Le manque d'énergie hydraulique et électrique, la poussière dans cette période sèche sont les problèmes majeurs qui rongent cette population. Nous souffrons beaucoup à cause du manque du courant électrique. Depuis qu'ils étaient venus avec les transformateurs, ils l'ont jamais alimenté. S'ils ne veulent pas le faire, qu'ils viennent récupérer ça. Si aujourd'hui, Jolie Site fait face à la résurgence de l'insécurité, c'est à cause du manque de courant électrique. Ça fait 4 mois que ces transformateurs est ici. Lorsqu'il y avait les changements de chef de quartier, on pensait que les choses allaient changer, qu'elles nous viennent en aide. Les gens ne souffraient pas du manque d'eau potable, mais depuis qu'on a volé les panneaux solaires, c'est devenu compliqué. Ces habitants de la commune des Chituru sont victimes des vols à répétition. Les cas récents étant un cambriolage des panneaux solaires dans l'enceinte de l'église Bethesda. Pour la première fois, ils étaient venus tenter, ils n'ont pas réussi. Mais aujourd'hui, à notre réveil, nous avons constaté que les panneaux érigés au niveau de l'église n'y étaient plus. Ce n'est pas bien du tout. Ces panneaux nous aidaient à nous procurant de l'eau potable via la borne fontaine. Avec cette saison sèche, nous souffrons beaucoup pour chercher de l'eau. L'église s'est organisée en payant des panneaux et en érigeant une borne fontaine. Nous étions satisfaites, mais aujourd'hui, on a volé les panneaux. Les mamans d'ici souffrent beaucoup. Nous ne comprenons même pas comment est-ce que les voleurs sont venus voler à l'église. Cette borne fontaine n'aide pas seulement l'église, mais ça aide tout le quartier Jolie Site. Ces riverains espèrent des solutions idoines dans un plus bref délai, retrouver leurs panneaux solaires pour la desserte en eau potable, ainsi que garantir la sécurité, car le vol dans ces quartiers est d'ores et déjà une chanson à plusieurs couplets. Nous allons parler santé dans cette édition du journal. C'est chaque dernière semaine du mois d'avril qui est célébrée. Semaine africaine de vaccination. Donc pour 2023, cette célébration va du 24 au 31 avril 2023. Une occasion donc de revenir et de rappeler le rôle primordial que jouent les vaccins, notamment dans la prévention de diverses maladies. Gracielle Kabanga nous donne de plus en plus d'explications pendant ce focus.
La semaine africaine de la vaccination est un événement annuel célébré du 24 au 30 avril de chaque année. Cette semaine est synchronisée avec la semaine mondiale de la vaccination afin de renforcer le programme de vaccination sur le continent africain et réaffirmer l'importance du besoin et du droit de chaque personne, en particulier chaque femme, d'être protégée contre les maladies évitables par la vaccination. Pour l'édition 2023, le thème retenu est « Campagne d'information 2023 ». C'est dès lors l'occasion non seulement de maintenir la vaccination au premier rang des priorités nationales, mais également d'encourager des partenariats innovants et des interventions des sauvegardes à fort impact. Un plaidoyer essentiel dans notre région et particulièrement en République démocratique du Congo, l'un des 5 pays qui compte à eux seuls les 2/3 d'enfants zéro dose dans le monde. Selon l'UNICEF, 800 000 enfants de moins de 5 ans vivant en RDC sont toujours privés d'un ou de plusieurs vaccins, leur faisant courir le risque de maladies, parfois mortelles, malgré des dizaines d'années de progrès dans l'amélioration de l'accès à la vaccination. Pire encore, environ 4 millions d'enfants n'ont reçu aucune dose de vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Cela place la RDC au 3e rang des pays de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et au 6e rang dans le monde. Selon l'Agence des Nations Unies, dont le rapport indique 67 millions d'enfants n'ont pas reçu un ou plusieurs vaccins en raison de perturbations causées par la pandémie de Covid-19, mais aussi à cause des conflits, de la fragilité et de la perte de confiance dans la vaccination. Dans le cadre de cette célébration de la semaine africaine de vaccination, nous avons posé la question de savoir quelle est l'importance de se faire vacciner et qu'encourent donc les personnes qui ne se font pas vacciner. Et dans le cadre notamment de vaccins contre la rougeole par exemple, quelles sont les doses spécifiques pour cette maladie? Les explications ici sont fournies par Roland Kabeya. Il est médecin. Il répond ici au micro de Fidélie Ilunga et Junior Kazuma. La conséquence est que quand on n'est pas vacciné, lorsqu'il y a une maladie, là vous allez tomber malade, mais vous risquez aussi de contaminer d'autres personnes qui ont été vaccinées, même chez qui la vaccination, soit les vaccins n'avaient pas répondu à 100%, parce qu'il faut être clair, un vaccin, soit une vaccination, ne donne pas la garantie à 100%, peut-être à 99%, 80% selon le corps humain. Donc, si on n'est pas vacciné, lorsqu'il y a une maladie, dont la maladie contagieuse, vous tombez malade et vous contaminez même d'autres personnes qui ont été vaccinées. Donc là, il faut sensibiliser tout le monde à se vacciner parce que si on n'est pas vacciné, il y a un grand risque de contaminer même d'autres personnes qui ne sont pas vaccinées. Selon la littérature, on dit qu'être vacciné de la rougeole, il faut recevoir des doses. Lorsqu'on reçoit des doses, là on peut être maintenant, donc on peut avoir une garantie de dire que j'ai été vacciné et le système immunitaire peut maintenant faire face à la maladie. Mais il y a aussi la notion de rappel, comme je vous ai dit. On rappelle l'organisme. Il y a des maladies qu'on pense que cette maladie est présente, surtout les maladies qui sont présentes dans notre milieu, les maladies endémiques. Là, il faut vacciner presque à tout moment. Et les enfants, si on les vaccine à une année, je pense que chaque fois qu'on met au monde, on est obligé de vacciner les enfants. C'est normal. Chaque année, il faut vacciner. Et peut-être pour d'autres enfants, on fait le rappel. Parce qu'on ne sait pas rappeler, on peut administrer aujourd'hui, mais au fil du temps, l'efficacité du vaccin peut diminuer dans l'organisme et là, l'enfant peut être exposé. Donc, on vient pour rappeler. Alors, quelle est la perception des habitants de Lubumbashi sur la vaccination de manière générale? Cette question a été posée donc aux habitants de la ville de Lubumbashi et suivez leur réponse ici au micro de Fidélie Ilunga et Junior Kazuma. Pour moi, c'est très important de se faire vacciner parce que tout en sachant d'abord la vaccination, c'est un moyen préventif. C'est-à-dire lorsqu'on se vaccine, on se fait vacciner déjà. On se met une barrière par rapport à une maladie qui va venir. Pour ces gens-là qui ne veulent pas la vaccination, à mon humble avis, j'aimerais qu'ils se fassent vacciner. Alors, en tout cas, parce que la vaccination est très importante. Parce que lorsque la personne déjà se fait vacciner, déjà c'est une protection. Hein. Se faire vacciner, c'est important parce que ça freine certaines maladies et l'environnement d'abord dans lequel nous vivons.
c'est dangereux. D'abord, il y a la saleté presque partout. Alors, c'est important de se faire vacciner. Le vaccin est très capital dans la vie humaine parce que cela permet en sorte que nous puissions être en bonne santé. Et cela nous écarte contre toutes sortes de maladies quelconques où nous ne savons pas d'où ça provient. Parce qu'il y a des gens qui se font des illusions que le vaccin, peut-être c'est ce qui nous donne d'autres maladies, pourtant ce n'est pas le cas. C'est ce qui nous permet d'évoluer dans la vie, c'est ce qui nous permet d'être en bonne santé. Concernant les vaccins coronavirus, nous savons qu'il y avait plusieurs rumeurs de circuler, soit disant que non, il y a des trucs qui sont trafiqués. Mais selon moi, les autres vaccins, c'est important de faire vacciner. Et vous le savez, le 25 avril, c'était donc la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et à cette occasion, il a été question de voir comment se prévenir contre cette maladie. C'est en tout cas des conseils que donne le docteur Mikret Ngaloula. Cette prévention qui passe notamment par l'assainissement du milieu pour éviter donc la prolifération des moustiques anophèles qui propagent cette maladie et la malaria. Je vous propose ici de la suivre dans cet élément de Rachidi Moulinda et Junior Kazumba. Le paludisme, c'est une maladie qui est transmise par un moustique, l'anophèle, et cet anophèle reçoit le microbe de paludisme après avoir piqué quelqu'un qui a la maladie de malaria. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait la malaria se fait piquer par un moustique. Le moustique qui prend le sang va aussi prendre le microbe chez lui. Et ce moustique-là va encore aller piquer quelqu'un d'autre. Et c'est en piquant quelqu'un d'autre là que la personne va aussi attraper la malaria. On l'appelle malaria. Malaria veut dire un mauvais environnement. Et donc chaque fois qu'on sera dans un mauvais environnement, un environnement où le moustique peut se développer facilement, on peut donc avoir beaucoup de moustiques et ces moustiques-là peuvent justement permettre à ce que la malaria puisse commencer à continuer à évoluer. C'est un environnement dans lequel on trouve beaucoup d'herbes avec de l'humidité, de marécages, des immondices, des déchets. Et donc chaque fois qu'on sera dans un environnement sale, dans un environnement humide, avec les pluies que nous venons d'avoir, il y aura toujours des moustiques et les moustiques vont toujours nous piquer et les moustiques vont amener la malaria. Il y a eu plusieurs protocoles, plusieurs schémas thérapeutiques allant de la quinine, Fansidar, avant c'était la chloroquine, maintenant ce sont les AT. Donc on est en train chaque fois de faire un effort pour que nous puissions bien prendre en charge cette malaria. L'objectif de l'OMS, c'est d'arriver à 0 cas de malaria en 2030. Et donc le conseil que je donne, c'est quoi? C'est que chaque personne à son niveau doit participer à la lutte contre la malaria en assainissant son environnement. Et nous allons nous rendre en Afrique du Sud où la confusion règne notamment par rapport à la position de ce pays de quitter ou de rester dans le traité de Rome qui institue la Cour pénale internationale. En tout cas, au cours d'un point de presse tenu le mardi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa ainsi que le secrétaire général de l'ANC ont évoqué la sortie de l'Afrique du Sud de la Cour pénale internationale. Mais juste après le point de presse, le président Ramaphosa se ravisé et a parlé, et donc il n'était pas question de quitter cette Cour pénale internationale. Les explications ici avec Junior Mbouyamba. L'Afrique du Sud tergiverse encore concernant son retrait à la Cour pénale internationale. Le mardi 25 avril, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que le parti au pouvoir, l'ANC, avait demandé que Pretoria quitte la CPI pour éviter à arrêter Vladimir Poutine. Quelque temps après, on va assister à un rétropédalage, voire clarification. La présidence évoque une erreur des communications et qu'elle ne quittera pas la Cour pénale internationale. La question de savoir si l'Afrique du Sud arrêtera Poutine est à l'étude, avait ajouté le chef de l'État.
Le président russe Vladimir Poutine peut venir à tout moment dans ces pays, avait déclaré plus tôt le secrétaire général de l'ANC lors d'une conférence de presse. La CPI ne sert pas les intérêts de tous mais ceux de quelques-uns, avait-il ajouté. La CPI installée à la haie a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour les crimes de guerre et des déportations d'enfants ukrainiens. Or, Pretoria doit accueillir en août un sommet des BRICS, groupe des pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. L'Afrique du Sud avait déjà voulu se retirer de la CPI en 2016 après une visite de l'ancien président soudanais, Omar El-Béchir. Pretoria avait refusé de procéder à l'arrestation de ces derniers, également visés par un mandat d'arrêt de la Cour. Mais le retrait de Pretoria avait été contrecarré par la justice du pays, qui avait estimé qu'une telle décision serait inconstitutionnelle. Même en cas de retrait, l'Afrique du Sud aurait été obligée d'arrêter Vladimir Poutine s'il se rendait au sommet des BRICS en août, car un retrait de la CPI prendrait plus d'un an pour être effectif à partir de la date de l'annonce officielle de son départ. La procédure implique un processus parlementaire rigoureux. Puissance diplomatique africaine, le pays de Nelson Mandela refuse de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine, affirmant adopter une position neutre pour être en mesure de jouer un rôle dans la résolution des conflits, a une nouvelle fois expliqué Ramaphosa, indiquant s'être entretenu à plusieurs reprises avec Vladimir Poutine. Le pays a par ailleurs accueilli en février des exercices navals avec la Russie et la Chine au large de ses côtes. Le lien entre l'Afrique du Sud et la Russie remonte à l'époque de l'apartheid. Le Kremlin a apporté son soutien à l'ANC dans la lutte contre le régime raciste. Et la ville de New York aux États-Unis d'Amérique abrite depuis hier mardi 25 avril le Forum mondial de la jeunesse du Conseil économique et social ECOSOC en sigle. Ces assises parrainées par les Nations Unies vont durer 3 jours. C'est l'occasion pour les participants d'évaluer la matérialisation des objectifs de développement durable pour enfin formuler de nouvelles recommandations. Marcel Kataya nous donne les plus amples détails. Plusieurs jeunes venus de différents pays du monde sont réunis à New York au siège de l'ONU depuis ce mardi 25 avril 2023 dans le cadre du Forum de la jeunesse du Conseil économique et social ECOSOC. Les jeunes, agents essentiels d'un changement positif pour la reprise après la Covid-19 et la mise en œuvre des objectifs du développement durable, tel est le thème retenu pour la session de cette année qui se tient sur 3 jours. Les participants à ce plus grand rassemblement présidé par Lachezara Stoeva échangent sur plusieurs questions bénéfiques à la vie de l'être humain. Ils traitent d'une manière particulière sur les objectifs de développement durable, sur l'eau, l'assainissement, les villes, les communautés durables, l'énergie propre et d'un coût abordable, l'industrie, l'innovation, les infrastructures et les partenariats. La vision globale est d'examiner le progrès et de faire des recommandations pour leur mise en œuvre au niveau national, régional et mondial. Pour la journée de ce mercredi 26 avril, le forum a abordé sur les réalités régionales avant de poursuivre la session ministérielle sur les progrès nationaux accomplis dans la mise en œuvre du programme 2030 ainsi que sur le financement de l'avenir. Lors de la cérémonie d'ouverture, dans un message vidéo, le secrétaire général de l'ONU a promis de s'impliquer pour permettre la participation de la jeunesse dans tous les travaux de l'organisation avec le concours des États membres. Et voilà, Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce téléjournal. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci pour avoir su si bien nous accompagner et mon plus grand plaisir sera celui de vous retrouver demain. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.